Alors, le titre qui a été annoncé, peut-être certains l'ont vu, c'était un socialisme conservateur, point d'interrogation, et j'ai fait suivre cette question d'une énumération de noms propres, d'auteurs. Donc, je faisais référence à Michel Clouscar, à Jean-Claude Michéa, je ne sais pas si j'avais mis aussi Christopher Lasch aussi. Donc, la conférence était présentée comme l'étude d'un corpus finalement d'auteurs et de textes et de doctrines. Mais en fait, en préparant cet exposé, j'ai pensé un peu élargir le sujet. Donc effectivement, il sera bien question d'un certain nombre d'auteurs contemporains réputés de gauche. On verra que cette terminologie est à remettre en question. Donc, il sera question d'un certain nombre de ces auteurs qui peuvent nous aider à mieux comprendre la situation historique dans laquelle nous nous trouvons et qui présentent un certain nombre d'idées qu'on pourrait dire compatibles avec les nôtres. Quand je dis les nôtres, puisque nous sommes dans un cercle d'action française, je parle évidemment du nationalisme intégral, hein, mais aussi du nationalisme tout court. Mais je voudrais élargir donc et parler aussi des rapports à la fois présents et historiques entre le nationalisme et le socialisme. Bon, aujourd'hui, c'est un petit peu un lieu commun journalistique de commenter l'évolution de la ligne économique du Front National. Voilà. Alors, les commentaires ne sont pas toujours bons, pas toujours exacts, mais disons que chacun observe un passage d'une ligne qu'on pourrait qualifier de national-libérale, qui était celle de ce parti dans les années 80, par exemple, vers une ligne qui serait plutôt national-protectionniste. Voilà, on va pas employer des adjectifs, on va pas accoler des adjectifs qui fâchent. Voilà, et on voit qu'il y a des petits événements tout récents, là, à l'occasion de cette campagne des municipales, qui viennent corroborer un petit peu ce fait. Par exemple, l'élection d'un ancien syndicaliste CGT comme maire d'une commune, donc comme maire Front National d'une commune, Fabien Engelmann à Hayange, ou alors c'est plutôt en creux, mais enfin c'est toujours intéressant, l'appel déchirant au Front républicain lancé par l'ancienne patronne du MEDEF dans Le Monde, Laurence Parisot. Donc c'est assez intéressant de voir ce genre de choses qu'on aurait peut-être pas pu concevoir effectivement dans les années 80-90. Voilà, donc je me sers un peu de ça comme accroche. Alors le plan que je vais suivre, je vais d'abord essayer de considérer justement ce rapprochement entre socialisme et nationalisme, en me demandant si c'est quelque chose de conjoncturel ou quelque chose de plus essentiel, quelque chose de récurrent. Ensuite, je me consacrerai dans une deuxième partie à ce qui était un peu le sujet annoncé, c'est-à-dire l'analyse rapide de ce qui peut nous intéresser dans la pensée socialiste, entre guillemets, contemporaine. Et là, on parlera des différents auteurs dont j'ai donné les noms un petit peu à l'instant. Et enfin, je terminerai par une partie critique pour essayer après on en débattra ensuite, mais pour essayer de peut-être établir quelques limites, quelques conditions à cette synthèse entre les idées nationales et les idées socialistes. Alors, le rapprochement, pour commencer, entre socialisme et nationalisme, position conjoncturelle ou récurrente, position accidentelle ou essentielle. Alors, il est évident qu'aujourd'hui, il y a une conjoncture qui est très favorable à cette synthèse. Et cette conjoncture, on peut l'approcher, la cerner, en énumérant un certain nombre de termes qu'on entend tous les jours, finalement. On nous parle de mondialisation de l'économie, donc d'une économie
qui n'est plus exclusivement national et qui n'est même plus essentiellement national, qui est essentiellement donc déraciné de toute référence à la nation et à l'État. On parle également de financiarisation. On voit que le capital est de plus en plus éloigné de la production. On n'est plus dans un capitalisme d'entrepreneurs, mais dans un capitalisme plutôt d'investisseurs qui vont effectivement investir leur capital ici et puis ailleurs. On va avoir une grande volatilité comme ça du capital. On constate effectivement également depuis de nombreuses années le phénomène des délocalisations, donc, qui a pour corollaire la désindustrialisation des pays développés, et notamment du nôtre. Et puis évidemment, plus globalement, nous sommes dans un contexte de crise du système économique, du système capitaliste. Le système est en crise, crise financière, crise économique. Donc dans ce contexte, il est effectivement difficile d'imaginer que les nationalistes, comme d'ailleurs les autres formations politiques, les autres écoles de pensée, pourraient faire abstraction de ça et raisonner comme dans les années 80, à l'époque de la guerre froide, à l'époque où ce qui semblait devoir s'écrouler, c'était pas du tout le capitalisme, mais plutôt justement le socialisme réel, entre guillemets, tel qu'il était pratiqué à l'Est, dans le bloc soviétique. Et puis également, on peut pas tout à fait raisonner comme on le faisait à l'époque où les théories néolibérales, justement, semblaient occuper l'ensemble du champ de la réflexion économique. Donc on est dans un contexte tout à fait propice à une remise en cause du système. Et d'autant plus quand on se positionne comme nationaliste et quand on veut aborder les questions politiques du point de vue de l'intérêt national. Puisque justement l'économie telle qu'elle fonctionne, l'économie capitaliste telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, fonctionne au-delà et sans la nation. Donc là, ça me paraît assez important d'avoir cette idée-là quand même en tête, ce décor dans lequel nous trouvons et dans lequel nous pensons. Il faut ajouter évidemment des éléments politiques qui sont essentiellement la mise sous tutelle des politiques nationales par des instances supranationales, qui justement elles-mêmes appliquent une logique, se réfèrent à une pensée plutôt libérale. Et on peut penser évidemment à l'Union européenne en premier lieu. Voilà, donc vous voyez, le reproche qui est fait, par exemple, au Front National paraît un petit peu ridicule. D'autant que si on y réfléchit bien, le Parti socialiste n'est plus tout à fait sur la ligne du programme commun de 1981. C'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. Donc, alors c'est sans doute pas la nomination de M. Valls, qui représente plutôt l'aile droite du parti, qui va y changer quelque chose. Bien au contraire. Voilà, donc ça c'était pour poser ce premier point sur la conjoncture. Ensuite, il faut bien voir que cette question n'est pas totalement conjoncturelle. En fait, c'est une question qui s'est déjà posée. Et pour prendre l'exemple de l'AF, on peut se plonger un petit peu en arrière. Alors, je vais faire vite là aussi. Je vais citer un texte de Maurras de 1930. Donc là, on est dans l'entre-deux-guerres. Ensuite, je remonterai un peu le temps et je parlerai de ce qui s'est passé un petit peu avant la Première Guerre mondiale. Alors, le texte de 1930, tiré de l'Action française, tiré du quotidien, il fait référence, évidemment, il s'inscrit plutôt dans un contexte qui, alors évidemment pas celui d'aujourd'hui,
qui n'est pas non plus celui qu'on va voir ensuite pour l'avant 14, mais qui est celui, on va dire, de la crise de 1929, et puis de la montée du fascisme. Et donc Maurras, forcément, est amené à s'intéresser à ces solutions qui sont trouvées, qui sont recherchées dans d'autres pays, notamment en Italie. Alors je cite, « Le nationalisme appliqué à l'économique s'appelle protectionnisme, mais ne protège que le produit. Le nationalisme appliqué aux questions sociales veut protéger le producteur. Il peut s'appeler socialisme, syndicalisme et aussi corporatisme. » Donc socialisme, le mot est prononcé. « Si les forces nationales dominent avec ce qu'elles imposent de politique, si elles ne se laissent envahir ni asservir par l'élément démocratique, cette évolution bien dirigée, évolution socialiste donc, peut aboutir à un excellent équilibre de l'État. » Donc Charles Maurras, l'Action française, 27 août 1930. Alors bien sûr, vous connaissez tous aussi une formule qui est très très célèbre. J'ai pas eu le temps d'aller retrouver la référence, je l'ai reprise dans l'introduction qu'avait donnée Alain de Benoît à la réédition des cahiers du Cercle Proudhon. Alors celle-là, elle est vraiment très très célèbre. Un socialisme libéré de ses éléments démocratiques et cosmopolites peut aller au nationalisme comme un gant bien fait à une belle main. Tout le monde connaît cette citation. Voilà, donc c'était pour donc faire référence à ce contexte des années 30. Alors, si on remonte un peu le temps, qu'on s'intéresse à la période qui précède la guerre de 14, il y a deux choses auxquelles on peut faire référence. Encore une fois, je ne prétends pas être exhaustif, c'est juste mettre l'accent sur certains faits. Par exemple, peut-être avez-vous entendu parler de la répression de la grande grève des terrassiers de Draveil, au sud de la région parisienne, en 1908. Donc il y avait des carrières de sable, et il y avait un mouvement de grève assez important qui était animé notamment par les syndicalistes révolutionnaires et qui a été réprimé vraiment dans le sang. On se plaignait, nous, beaucoup l'année dernière de la répression à coups de gaz lacrymogène. Là, en 1908, c'est à balles réelles qu'on tire sur les grévistes. Et qui fait tirer sur les grévistes, qui est président du Conseil, c'est-à-dire l'équivalent de Premier ministre, c'est intéressant, on va pouvoir faire des parallèles, c'est Georges Clemenceau. C'est un homme de gauche. Voilà. Et c'est lui qui fait tirer donc sur les grévistes à Draveil en 1908. Et qui prend la défense, notamment, mais qui prend la défense des grévistes, c'est Charles Maurras. Et là, je cite l'Action française du 1er août 1908. C'est intéressant d'ailleurs, parce que vous verrez que Maurras, ça peut faire penser à certaines réflexions qu'on a pu avoir à propos de mai 68. Et je ne parle pas du mai 68 des étudiants, mais le mai 68 ouvrier. Et le fait de faire remarquer que finalement c'était absurde d'opposer les CRS et les ouvriers. Vous voyez qu'en 1908, Maurras aussi a ce genre de raisonnement. Qui les vit à Draveil dut admirer leur bravoure, leur obstination héroïque. L'impassibilité des prolétaires sous le feu répondait à l'impassibilité des soldats sous les pierres. Sous le veston et sous l'uniforme, le vieux sang français a rendu un égal témoignage de noblesse et de dignité. Donc, un hommage adressé à la fois aux grévistes, aux syndicalistes révolutionnaires donc, qui menaient ce combat social, mais aussi aux soldats qui étaient envoyés donc, par un gouvernement radical socialiste pour tirer sur les ouvriers. Et puis, bon, évidemment, toujours dans ce contexte d'avant la guerre de 14, il faut parler du cercle Proudhon. Alors là aussi, tout le monde en a entendu parler, évidemment. Alors, ce qui est intéressant dans le cercle Proudhon, c'est que même si on a tendance à en minorer la portée en disant que c'était un petit cercle de réflexion, d'intellectuels, qui n'a pas eu forcément de traduction très concrète. Il faut dire aussi que l'aventure du cercle Proudhon commençait en 1911, s'achève en 1914, donc de toute façon les traductions concrètes elles auraient peut-être pu arriver, mais la guerre finalement les a empêchées. Donc effectivement ce
ce n'est qu'un cercle de réflexion, mais qui quand même, ce cercle de réflexion a été parrainé. C'est quand même très important, parce que les parrains sont prestigieux, sont importants, sont significatifs. Il a été parrainé à la fois par Maurras et par Sorel. Pas du tout par des figures de second ordre, hein, par la figure majeure du nationalisme de l'époque, qui est Maurras, une des figures majeures, en tout cas la figure montante, parce que la jeune Action française d'avant 1914 est vraiment la force montante du nationalisme. Donc le parrainage de Maurras est important. Et il était officiel, ce parrainage, il suffit de consulter le premier cahier. Et de l'autre côté, le parrainage de Sorel. J'en veux pour preuve le fait que Sorel ait donné un avant-propos, une préface, à l'ouvrage d'Édouard Berthe, qui était avec Henri Lagrange l'animateur du Cercle Proudhon. Et ce livre, Les méfaits des intellectuels, c'est un petit peu ce que le Cercle Proudhon a produit de meilleur, en fait. Hein. C'est assez riche, c'est un vrai ouvrage de fond. Et cet ouvrage, donc, qui est un peu le produit du Cercle Proudhon, finalement, eh bien, est préfacé par Sorel. Donc Sorel qui est, de son côté, quand même une figure incontournable, extrêmement importante du socialisme français. Et qui a inspiré, justement, le syndicalisme révolutionnaire. Vous voyez, un petit peu comme si aujourd'hui, c'est une transposition amusante, mais comme si aujourd'hui une des grandes figures de la gauche, du syndicalisme, parrainait un cercle ou un institut de réflexion dont l'autre parrain serait Jean-Marie Le Pen, par exemple. Vous voyez, on a du mal à imaginer, ce genre de choses. Donc ça existait entre 1911 et 1914. Voilà. Bon, je ne développe pas plus cet aspect-là, mais on voit très bien hein, que cette question hein, cette manière de poser la question sociale en établissant un lien avec d'autres forces situées, en tout cas à première vue, à l'opposé de la réflexion et de la pensée politique, c'est pas quelque chose de nouveau. Et c'est d'ailleurs assez intéressant de voir que l'Action française a toujours eu un rôle dans ce genre de rapprochement idéologique un petit peu inédit, curieux, étonnant. Il n'y a pas que, je dirais, le corporatisme et la doctrine sociale de l'Église comme référent en matière sociale à l'AF. Parce qu'évidemment, c'est aussi un autre. Si on traitait de la question sociale à travers l'Action française, on ne pourrait évidemment pas parler que du cercle Proudhon. Ce serait déformer la réalité. Voilà. Là, aujourd'hui, je parle du nationalisme et du socialisme. Donc, pour le coup, il faut évidemment en parler. Alors, je passe à la suite de l'exposé. Hein. Encore une fois, il s'agit juste de donner des éléments pour le débat. Hein. Donc, qui serait donc l'intérêt que présenterait aujourd'hui un certain nombre d'auteurs de référence, disons, qu'on pourrait classer à gauche ou qu'on pourrait qualifier de socialistes. Alors là, j'ai envie de distinguer deux catégories, on va dire. Enfin, disons, dans une catégorie, il y a plusieurs auteurs, et puis dans l'autre, il est seul. Mais je pense que le dernier est suffisamment important pour qu'on lui accorde une place particulière. Donc dans la première catégorie, je mettrai tous les auteurs qui font retour à Marx. Il y a un retour à Marx, incontestablement. Puis de toute façon, c'est assez logique que je disais tout à l'heure, on est dans une période de crise du capitalisme. Et s'il y a un penseur qui est le penseur des crises du capitalisme, dont toute la pensée est organisée autour de la réflexion sur les contradictions, les éléments du capitalisme qui peuvent le conduire à des crises, c'est bien Marx. Donc il y a une certaine logique. D'ailleurs, le retour à Marx n'est pas propre aux auteurs que je vais citer. On parle de retour à Marx dans tous les milieux aujourd'hui. C'est pas du tout propre au nationalisme. Donc, je parlerai d'abord de ce retour à Marx à travers un certain nombre de noms. Et puis, je parlerai ensuite de Michéa. Vous me direz, Michéa aussi cite Marx, Engels, etc.
on pourrait le mettre dans la première catégorie. Mais moi, il me semble que dans la première catégorie, on va parler d'économie et de sociologie, on va dire, alors que avec Michéa, c'est plutôt l'histoire des idées qui est, à mon avis, l'aspect central. Alors, le retour de Marx, ou le retour à Marx, je verrai bien ça là aussi en deux temps. D'abord, il est intéressant de revenir à Marx lui-même, déjà tout simplement, et à sa description du capitalisme au XIXe siècle, tout simplement parce qu'il y a une parenté entre la vision de Marx au XIXe siècle et une certaine critique contre-révolutionnaire, dont nous sommes nous-mêmes les héritiers. Donc là, ça vaut la peine de parler un peu de ça quand même. Et puis ensuite, on parlera plutôt des nouveaux marxistes, des néo-marxistes qui sont eux plutôt des gens qui analysent justement un néo-capitalisme. Ce capitalisme de la consommation qui caractériserait plutôt notre époque, l'époque au sens large, hein. C'est pas l'époque immédiatement actuelle, mais disons l'après-Seconde Guerre mondiale. Alors, en ce qui concerne la critique que fait Marx au XIXe siècle, oui, incontestablement, elle entre en écho avec la tradition, avec la critique contre-révolutionnaire. D'abord, d'ailleurs, on peut d'ailleurs faire remarquer, avant de se lancer dans la description, que ce lien est tout à fait logique, dans la mesure où, par exemple, Marx lui-même, y compris d'ailleurs dans le manifeste du Parti communiste, qu'énormément de gens ont lu, Marx lui-même montre qu'il connaît les contre-révolutionnaires, il y fait référence. Et d'ailleurs, il s'en démarque. Parce qu'effectivement, quand il parle du socialisme féodal, par exemple dans le manifeste, il fait référence, en fait, à des gens qui sont des contre-révolutionnaires, des blancs, hein, mais qui sont porteurs aussi d'un certain socialisme. Donc il a besoin de se démarquer d'eux, donc il les connaît, il y fait référence, il les critique. Et puis, parfois, il s'en inspire. Et on sait par exemple que Marx avait comme romancier de chevet Balzac, qui était une de ses références, qu'il tenait non seulement pour un grand romancier, mais aussi pour un profond sociologue, même si le mot sociologue est un tout petit peu anachronique, c'est sans doute pas en ces termes que Marx en parlait, mais voilà comment, en tout cas voilà à quoi ça correspondrait, en tout cas pour nous. Voilà, donc revenons à la description de la critique proposée par Marx au XIXe siècle. Finalement, ce que nous montre Marx, à travers sa lecture donc, de la Révolution française notamment, et des transformations subies par les sociétés donc, européennes entre la fin du XVIIIe siècle et le début du XIXe siècle, il nous montre la destruction d'un système de protection sociale, donc assuré par les corporations. Il nous décrit une aliénation progressive du travail au capital, c'est-à-dire que, alors évidemment, il faudrait introduire des nuances, parce qu'on n'est pas passé d'un système d'artisanat pur, dans lequel tout producteur aurait été possesseur de ses moyens de production, à la grande industrie, avec l'esclavage salarié, l'extorsion de la plus-value, tel que l'a décrit Marx. D'ailleurs, Marx décrit les étapes de cette évolution. Mais néanmoins, il montre que le système précédent était un système qui protégeait le travailleur, et dans lequel le travailleur, en tout cas la figure la plus représentative du travailleur d'avant la Révolution, était plutôt justement l'artisan propriétaire de ses moyens de production. Et donc il n'était pas un prolétaire, c'est-à-dire qu'il ne vendait pas sa force de travail aux capitalistes. Il était lui-même possesseur de sa force de travail. Donc il nous décrit cette aliénation du travail au capital, et il nous décrit les ravages du paupérisme,
par l'extorsion donc de la plus-value sur le travail. Puisque vous savez que la théorie de Marx, c'est une théorie de la valeur travail, c'est-à-dire qu'à ses yeux, la seule partie du capital qui puisse produire de la plus-value et donc ensuite de faire le profit finalement, c'est le travail vivant. Et donc d'où la fameuse loi de la baisse tendancielle du taux de profit, puisque Marx pense que le capitalisme est condamné à voir augmenter dans la composition organique du capital la part du capital fixe, c'est-à-dire des investissements, des machines, enfin bref, tout ce qui va se retrouver dans le prix, finalement, et de voir baisser au contraire la part du capital variable, c'est-à-dire du travail vivant, qui serait à ses yeux la seule partie du capital qui permettent l'extorsion de la plus-value et donc les profits. L'autre part des profits venant des bénéfices réalisés sur la vente, sur les prix. Je ne suis pas économiste, voilà, mais j'essaie de résumer au mieux la théorie marxienne de l'économie. Bon. Voilà. Et donc on aboutit à ce système, pour reprendre le vers de Victor Hugo, qui produit la misère en créant de la richesse. Voilà. Et effectivement, on voit bien les conditions de vie absolument épouvantables du prolétariat au XIXe siècle, qui sont sans commune mesure avec ce que connaissaient les travailleurs avant la Révolution française, avec des journées de travail absolument délirantes, avec l'extension de cet esclavage salarié à toute la famille. Dans le Capital, Marx explique très bien tout ça. C'est là qu'on voit d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, qu'il y a une dimension conservatrice, y compris chez Marx, puisque Marx reproche justement au capitalisme de jeter dans le salariat les femmes et les enfants, et de détruire ainsi la cellule familiale. On voit très bien donc que tout le monde devient esclave du travail, ce qui n'était vraiment pas le cas sous l'Ancien Régime. On voit bien aussi que le temps de travail augmente dans des proportions énormes, puisque vous savez bien, sous l'Ancien Régime, il y avait énormément de jours chômés qui étaient liés notamment aux fêtes religieuses, etc. Il y avait aussi, là je mélange un peu plusieurs sujets, mais il y avait aussi un très grand nombre d'entraves au système concurrentiel. On ne pouvait pas s'installer n'importe où, faire de la concurrence n'importe comment, à n'importe qui, etc. Même si on lit certains économistes, je pense à Sombart par exemple, il montre bien que la notion même de publicité était impossible. C'était considéré comme un crime. C'est-à-dire qu'un marchand dans la société pré-industrielle corporée avec les corporations qui auraient fait de la réclame, qui auraient dit mes saucisses sont meilleures que celles du voisin, et il aurait vraiment été, on lui aurait fait un procès. Voilà. Donc c'est vraiment des choses qu'il faut quand même savoir. Et donc ce que Marx décrit, c'est finalement une condamnation de cette société issue de la révolution bourgeoise de 1789. Je vais vous faire une petite citation du manifeste du Parti communiste, pourquoi pas. Alors on voit d'ailleurs déjà dans cette citation, on va voir aussi le problème, la limite de Marx, c'est qu'évidemment Marx considère que cette misère, cet esclavage salarié, cette extorsion de la plus-value, cette création du prolétariat, tout ça est une catastrophe, certes, mais finalement amènera une deuxième révolution qui sera la révolution sociale cette fois, qui elle créera les conditions d'une égalité réelle, là où la révolution bourgeoise n'avait créé que les conditions d'une égalité formelle, d'une égalité juridique. Donc il y a cette fameuse dialectique historique, voilà, c'est un petit peu donc la différence là, c'est ce qui nous opposerait à Marx. On y reviendra. Donc je cite quand même ce passage, peut-être que vous connaissez. La bourgeoisie a joué dans l'histoire un rôle essentiellement révolutionnaire.
Partout où elle a conquis le pouvoir, elle a foulé aux pieds les relations féodales, patriarcales et idylliques. Alors évidemment, il y a un peu d'ironie dans idyllique. Mais bon, c'est aussi une réalité. Tous les liens multicolores qui unissaient l'homme féodal à ses supérieurs naturels, elle les a brisés sans pitié pour ne laisser subsister d'autres liens entre l'homme et l'homme que le froid intérêt, que le dur argent comptant. Elle a noyé l'extase religieuse, l'enthousiasme chevaleresque, la sentimentalité du petit bourgeois dans les eaux glacées du calcul égoïste. Bon, le mépris pour le petit bourgeois, là aussi, c'est un peu le problème de Marx. Elle a fait de la dignité personnelle une simple valeur d'échange. Elle a substitué aux nombreuses, alors ça c'est intéressant, ça, aux nombreuses libertés, au pluriel, elle a substitué aux nombreuses libertés, si chèrement conquises, l'unique et impitoyable liberté, au singulier, du commerce. Là aussi, ça fait quand même écho à notre propre discours. C'est assez familier pour nous, hein, cette distinction entre les libertés et la liberté. On la trouve dans le manifeste du Parti communiste aussi. Et il est bien question des libertés chèrement conquises, disons, à travers les corporations. Là, il est question de quoi? Il est question des privilèges. Hein. Étymologiquement, de ce qu'on appelle les privilèges sous l'Ancien Régime. Hein. Ces libertés chèrement conquises, ce sont les privilèges. Là, je vous fais remarquer en passant que Marx fait l'éloge des privilèges. Voilà. Alors, je passe et j'en viens à la critique du néo-capitalisme, qui est elle aussi très intéressante chez ce qu'on pourrait appeler les néo-marxistes. Alors là, évidemment, je vais surtout parler de Michel Clouscar, puisqu'en fait, tous les autres se réfèrent à lui. En fait, finalement, c'est lui parce que c'est lui l'inventeur de l'expression libéral-libertaire. Et donc, c'est lui qui, le premier, vous voyez, dans ce petit livre de 1973, donc c'est juste après 68, a montré, en fait, la mise en place d'un nouveau système. Donc, un capitalisme de consommation, alors, entre guillemets, hein, parce que, justement, Clouscar relativise beaucoup cette idée. Hein. Il montre que la consommation, au sens strict, de biens qui ne soient pas des biens d'équipement, en réalité, reste réservé à certaines catégories. Hein. Tout le monde n'a pas accès à la consommation qu'il les qualifie de libidinale. Hein. Mais bon, voilà, on passe à quand même un capitalisme de consommation hein, qui répond finalement à un autre problème du capitalisme qui est la question des débouchés, la question de la surproduction. Ce nouveau capitalisme, donc, va consister à créer une consommation donc, libidinale de biens qui ne sont pas des biens répondant à de réels besoins. Et ce que montre Clouscar de manière assez précise, hein, c'est assez intéressant, c'est que le gauchisme, loin d'être en opposition avec ce phénomène, en est plutôt l'idéologie au sens marxiste du terme. C'est-à-dire que le néo-capitalisme est l'infrastructure et la pensée, le libertarien, enfin pas le libertarianisme, parce que ça désignerait plutôt les libertariens, mais disons la pensée libertaire, ce qu'il appelle le freudo-marxisme aussi parfois, toute cette pensée 68arde, gauchiste, eh bien en est la superstructure. C'est-à-dire elle en est la traduction idéologique. Et donc c'est assez intéressant et c'est vraiment c'est très 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 bien démontré dans ce livre, mais également dans d'autres livres de Clouscar, notamment le capitalisme de la séduction, qui analyse les choses de manière très précise à travers des exemples concrets, la question par exemple de la mode, des vêtements, comment on crée des modes, comment le néo-capitalisme fonctionne sur ce genre de choses. Ça rejoint d'ailleurs un petit peu la critique qui est de la même époque d'ailleurs des situationnistes. Hein.
Puisque chez les situationnistes, chez Guy Debord, par exemple, on trouve exactement la même chose. Il y a une idée vraiment très, très intéressante chez Guy Debord, c'est cette idée du temps pseudo-cyclique. Je ne sais pas si vous connaissez la Société du spectacle, mais où il montre qu'il y a un temps cyclique qui est celui des sociétés traditionnelles. C'est le temps qui est lié aux saisons, à la nature, où c'est la reproduction du même. Hein. Et puis ensuite, il y a le temps historique qui apparaît justement avec le capitalisme, qui est un temps linéaire. Et avec le néo-capitalisme, il y a un temps pseudo-cyclique qui n'est évidemment pas le temps cyclique d'origine, qui est plus lié à la nature, aux saisons, qui n'est plus non plus le temps linéaire du capitalisme, mais un nouveau temps cyclique qui est celui de la marchandise et du spectacle. Le spectacle étant là pour faire vendre la marchandise. Et le spectacle, évidemment, chez Debord, c'est un concept qui touche tous les domaines. Hein. C'est pas seulement la publicité. Hein. Tout est spectacle au service du fétichisme de la marchandise dans la pensée de Debord, c'est-à-dire non seulement la publicité, les médias, la politique, les productions intellectuelles. Voilà. On retrouve cette idée, ce qui est souvent très fort chez les marxistes, parce que Debord est vraiment un marxiste. Hein. En plus, c'est un marxiste qui a du style, parce que c'est vraiment remarquablement bien écrit, la Société du spectacle, moi je trouve. Hein. Tout le monde n'a pas cet avis peut-être, mais voilà, moi, je trouve que c'est vraiment très bien écrit. Et il y a le sens des formules. Et ce qui est fort, c'est toujours cette vision d'un phénomène total, hein, qui est pris dans toutes ses dimensions, hein, où tout se répond, l'économique, le politique, le symbolique, etc. Voilà. Bon, je passe à... Je laisse un peu tout ça et je passe à Michéa. Là aussi, hein, je vais vite, hein, il s'agit de vraiment faire le tour. Ah oui, je n'ai pas cité Alain Soral, il faut le faire. Parce que il faut reconnaître cette dette, hein, vis-à-vis de Soral, c'est que c'est un peu lui le passeur dans ce domaine, parce que Kluskar, je crois qu'aujourd'hui il faut être juste, hein, si Kluskar est lu et connu, c'est quand même en grande partie parce que Soral, qui était son disciple, l'a quand même fait connaître à un large public. Et ce qui fait d'ailleurs que c'est assez intéressant de voir que Kluskar est lu par les gens qui ont entendu Soral en parler. Je pense à 80%, ça doit être ça. Et le reste, c'est justement chez les communistes. Hein. Par exemple, j'ai écouté moi ce week-end une conférence donnée par le préfacier de Néofascisme et idéologie du désir, qui est Émeric Monville, chez les jeunesses communistes. Donc, et d'ailleurs, allez voir, vous verrez, vous trouverez ça sur YouTube, c'est très décevant. C'est-à-dire que c'est vraiment pas du tout à la hauteur de Kluskar. Hein. C'est du marxisme orthodoxe, mais on ne trouve pas du tout et par exemple, sur les questions, sur la critique de la dérive sociétale, qu'on trouve qui est très forte chez Kluskar, en fait. Hein. Kluskar a déjà expliqué tout ça. Il n'y a rien du tout là. Hein. C'est vraiment considéré simplement, c'est renvoyé simplement au fait que ça n'est pas la priorité. Oui, c'est des questions importantes, mais la question sociale est prioritaire. Et du coup, avec ce genre de raisonnement, c'est tout l'aspect, justement, culture du libidinal comme idéologie favorisant le système capitaliste, qui est négligé totalement par ce Monville, là, qui pourtant préface Kluskar donc dans les éditions d'Elga, qui sont des éditions, pour le coup, de gauche, hein, c'est clair. Voilà, alors Michéa. Alors, Michéa, c'est vraiment intéressant du point de vue de l'histoire des idées. Je pense que c'est assez efficace aujourd'hui quand notamment on est confronté à des gens de gauche. Je pense que c'est intéressant à 3 niveaux. Au niveau historique, strict, en fait, Michéa nous montre que il peut y avoir un socialisme sans la gauche, puis même en fait que la gauche est très exactement la trahison du socialisme. Ensuite, il y a une dimension philosophique. Alors là, l'histoire de la gauche, c'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment la gauche comme trahison du socialisme. Il y a une dimension philosophique
donc une analyse assez claire, parce que c'est le grand mérite de de Michéa, c'est d'être extrêmement clair. C'est sa vision donc de l'anthropologie libérale, deuxième dimension plus philosophique, on va dire. Ça, on trouve ça par exemple très très bien dans. Je vais retrouver le titre. Il y a le complexe d'Orphée, mais je pensais plutôt au plus connu, qui est l'Empire du moindre mal, qui est vraiment une analyse des piliers de ce qu'est le libéralisme. Et puis enfin, il y a une dimension morale, on va dire, à travers cette notion de common decency qu'il reprend à Orwell et qui fait écho également aux écrits de Christopher Lasch, qui est un auteur américain qui inspire aussi Michéa et qui est d'ailleurs lui aussi assez intéressant. Alors, rentrons un peu dans le détail. Dimension historique. Alors, ce que montre Michéa, je vois bien à vos réactions que certains l'ont lu déjà, donc ce que je vais dire, c'est un petit peu de la redite pour vous, mais ce que dit Michéa, en gros, c'est que, et c'est tout ce que l'on sait quand on a un peu de culture politique, de toute façon, mais il le dit à son lectorat, qui est quand même un lectorat de gauche souvent, c'est qu'en réalité, il dit ça, alors ça, il ne le dit pas en ces termes-là dans ce livre, par exemple, mais il le dit dans une conférence qu'il a prononcée. Et ça, je trouve c'est pratique parce que là, on veut aller vite, on est dans une conférence, donc allons vite. Il utilise l'image du tricolore. Parce que Michéa, j'ai appris ça aussi, s'intéresse beaucoup au football. Et il dit dans une conférence que il y a longtemps, on parlait de l'équipe de France en parlant des tricolores, et qu'aujourd'hui, on ne parle que des bleus. Voilà, on dit les bleus. Et il dit voilà, c'est une belle allégorie de ce qui s'est passé en politique. C'est-à-dire qu'au XIXe siècle, la vie politique est tricolore. Il y a les blancs, voilà, il y a les contre-révolutionnaires, il y a les partisans d'un retour plus ou moins complet à l'Ancien Régime. Il y a les bleus, et les bleus, c'est la gauche au XIXe siècle, c'est-à-dire c'est la bourgeoisie et ses représentants. Ce sont les partisans du progrès, entendons par progrès l'ascension de la bourgeoisie et le fait de lever les entraves toutes les entraves à cette ascension de la bourgeoisie, au développement du pouvoir de la bourgeoisie. Donc ça, ce sont les bleus, c'est la gauche, par opposition aux blancs qui, eux, sont la droite. C'est très clair, c'est ça la vie politique au XIXe siècle. C'est les blancs et les bleus, c'est la droite réactionnaire, contre-révolutionnaire, cléricale, etc. Et les bleus, c'est-à-dire la gauche, c'est-à-dire les bourgeois, la bourgeoisie et ses représentants. Et puis il y a les rouges. Mais les rouges ne sont pas dans le jeu parlementaire. Ils ne participent pas aux institutions. Ils sont en dehors. Ce sont des révolutionnaires, des anarchistes, des syndicalistes, tout ce qu'on voudra, mais ils ne s'inscrivent pas dans la politique institutionnelle. Voilà. Et alors, ce que explique très précisément, alors là je ne vais pas le faire, mais Michéa, avec des références précises, c'est que, dans le cas de la France en tout cas, c'est seulement à la fin du XIXe siècle, à l'occasion de l'affaire Dreyfus, qu'une alliance de fait, un front républicain, va s'opérer entre la gauche, c'est-à-dire les bleus, et les socialistes. Parce qu'il y a à un moment donné la crainte d'un coup d'État des Blancs. Donc il y a une alliance qui d'ailleurs à laquelle tout le monde ne participe pas chez les socialistes, puisqu'on voit bien, je parlais tout à l'heure du syndicalisme révolutionnaire, je parlais de Sorel qui n'hésitait pas à parrainer un institut, un cercle que Maurras parrainait aussi de son côté. On voit bien que le socialisme, tout le socialisme n'est pas concerné du tout par cette alliance avec la gauche, c'est-à-dire avec la bourgeoisie. Mais en tout cas, une partie du socialisme va passer cet accord, va participer à cette alliance. Et c'est la naissance de la gauche, ce qu'on appelle aujourd'hui la gauche, dans laquelle, progressivement, c'est ce que Michéa montre aussi pour le XXe siècle, l'élément rouge va petit à petit disparaître pour finir par se transformer dans un bleu tout à fait indistinct du reste de la gauche. Voilà. Et aujourd'hui, finalement, la gauche du XIXe siècle, c'est à la fois notre gauche et notre droite actuelle. Aussi en simplifiant beaucoup.
Voilà, donc voilà un petit peu très très sommairement résumé ce que Michéa montre en termes historiques. Alors en termes anthropologiques, à propos du libéralisme, bon, là aussi vous connaissez peut-être sa thèse, lui il part des guerres de religion. Pour lui, ce qui caractérise le libéralisme, c'est le refus de la transcendance finalement. Et c'est l'idée que de toute transcendance, je ne parle pas forcément uniquement de religion, mais c'est de toute transcendance, et donc le fait que il faut que les hommes s'entendent sur un plus petit dénominateur commun qui serait justement l'économique. Et donc on ne pourrait plus fonder la politique sur autre chose que les intérêts. Voilà. Et effectivement, vous connaissez après là aussi, il faut passer par des tas de médiations si on veut être précis, mais on va aller vite. Les deux résultats de cette vision des choses, tout est basé sur l'individu, ses intérêts, ses passions, et par ailleurs ses choix rationnels, l'anthropologie libérale reconnaît à la fois dans l'homme l'intérêt, les passions et la rationalité. Donc cet individu, à la fois habité par ses passions, recherchant son intérêt et rationnel, va, par la poursuite de son intérêt, produire une harmonie, un équilibre global. C'est la fameuse main invisible de Smith, en ce qui concerne l'économie. Chaque individu, chaque acteur économique recherche son intérêt et par un miracle, par un tour de magie, eh bien, la poursuite de tous ces intérêts divergents produira l'intérêt général. Donc ça, c'est la main invisible en économie, mais en fait, ça a son pendant en politique dans la conception justement de la démocratie moderne, où effectivement, là aussi, un homme, une voix, etc. Chacun va voter, va aller finalement défendre son idée, sa vision du monde, et de cet ensemble résultera, cette compétition des opinions résultera par une harmonie, là aussi un petit peu magique, l'intérêt général ou l'intérêt du plus grand nombre. Bon, on voit bien cette parenté. Donc là aussi c'est vraiment très intéressant. Évidemment, tout de suite, je n'ai même pas la peine d'expliquer pourquoi c'est intéressant pour nous. Puisqu'effectivement ça permet de montrer que le libéralisme est et que les gens de gauche notamment qui prétendent le combattre uniquement sur le terrain économique se trompent. Et alors la trahison des élites et la common decency, ça serait un peu la dimension morale, qui n'est pas inintéressante quand même, parce que justement, à travers ce concept, c'est là peut-être qu'on touche du doigt de la manière la plus précise le sujet que j'avais indiqué au départ, c'est-à-dire j'avais intitulé la conférence « Un socialisme conservateur ?» pour l'interrogation. En réalité, ce que montre Christopher Lasch et Michéa à sa suite, c'est qu'il y a, c'est un peu rousseauiste si on veut, mais finalement il y a un sens commun dans le peuple, et le peuple donc serait finalement naturellement conservateur. Il y aurait un conservateur. Mais on trouve ça chez Maurras aussi. Quand Maurras dit que le suffrage est conservateur, c'est assez intéressant, il faudrait analyser, c'est un peu complexe, parce qu'évidemment, quand il parle de ça, il a en vue le pays légal, mais il y a aussi le pays réel derrière. Et il y a quand même cette idée que il y a un bon sens populaire, un sens commun, finalement, qui serait présent dans le peuple. Une moralité, alors qui n'est pas en plus une moralité qui vient de nulle part, parce qu'elle est liée à des mœurs qui elles-mêmes ont une histoire. Et ce qu'on trouve quand même ce qui est très intéressant chez Michéa, si on lit notamment les scolies, si on ne se contente pas parce que chez Michéa c'est toujours comme ça, il y a toujours un premier texte
assez simple, assez rapide, qui est presque un article. Ensuite, il y a un premier niveau de notes avec des grosses notes, qu'il appelle des scolies. Puis ensuite, il y a des notes plus précises encore. Il y a 3 niveaux de lecture. Si on va un peu dans les scolies ou dans les notes, on se rend compte que quand il critique, par exemple, les dérives sociétales de la gauche, Michéa, il ne le fait pas comme le préfacier de Kluskar que je citais tout à l'heure. Il ne se contente pas de dire ah oui, évidemment, il faut défendre l'égalité, etc. Ce sont des combats qui méritent d'exister, mais ils ne sont pas prioritaires, etc. Non, lui critique sur le fond ces évolutions-là. Et il les critique au nom, justement, d'une sorte de norme morale minimale, qui serait cette fameuse common decency. Alors qui ne serait pas évidemment une morale aussi sophistiquée que les morales des religions, ou même que la morale kantienne. C'est quelque chose de beaucoup plus, c'est quelque chose d'immanent au peuple déjà, donc c'est pas le résultat d'une sorte de discussion théorique. Et puis ça reste limité. Mais voilà, il y a des conditions, on va dire, de toute vie sociale, des conditions élémentaires de toute vie sociale qui doivent être respectées. Et là, je vois dans ce concept-là un terrain favorable à un conservatisme. De toute façon, c'est un point de vue conservateur, ça. On ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout changer. Voilà. Alors, j'en finis là et je termine sur un petit peu les limites. Alors les limites, j'en vois un certain nombre. Alors sur Marx, j'ai déjà dit finalement, Marx critique beaucoup les socialistes utopiques, mais lui-même adhère à une utopie qui est la société sans classe, sans État, qui serait à la fin de l'histoire et qui résulterait des contradictions du capitalisme. Donc moi, ce qui me paraît intéressant, c'est de voir que Marx a bien correctement analysé certaines contradictions, effectivement, du capitalisme. Notamment la surproduction, la crise des débouchés, l'impérialisme, l'endettement, le rôle de l'État comme tuteur, finalement, qui empêche le système de s'écrouler. Et donc le fait que, paradoxalement, le capitalisme va contribuer à développer l'État, à développer l'État hors de sa sphère. C'est quand même assez fort, ça. Marx l'a vu, ça. Il a également la tendance du capital au monopole, la constitution de monopole. Le fait que le capital s'éloigne de plus en plus aussi de la production et donc la financiarisation, ça aussi on trouve ce genre d'analyse chez Marx. Donc il me semble que Marx est très intéressant, c'est évident, mais le problème, c'est pas tellement sa critique du capitalisme, c'est sa vision du communisme, en fait. Ce communisme qui paraît, alors pour le coup, une utopie complète. Alors évidemment, Michéa, qui aussi se réfère à Marx, pour sauver un peu Marx, et c'est ce que c'est ce que fait aussi Francis Cousin, par exemple, vont chercher des textes de la fin de la vie de Marx, dans lesquels Marx s'intéressait aux communautés primitives. C'est des textes qui auraient également influencé Marcel Mauss. Et on verrait qu'en réalité, le communisme serait il y aurait un communisme primitif qui serait en fait une société archaïque. Et donc, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que si on suit la thèse de Cousin, par exemple, qui est à la fois marxiste et guénonien, finalement, le communisme, c'est la tradition primordiale. C'est la fameuse tradition primordiale qu'on trouve chez les pérennialistes, là, les disciples de Guénon, Evola, Chuon, etc. Cette fameuse tradition primordiale, ce serait finalement le communisme primitif dont Marx parle dans certains textes. Ouais, faire des choses assez... je ne souscris pas forcément à cette vision. Mais en tout cas, voilà, il y a une limite qui est cette vision du communisme. Pour Michéa, le problème de Michéa, c'est la question du point de vue. C'est son point de vue, en fait, qui est problématique. Parce que Michéa écrit depuis la gauche pour la gauche, en fait. Et donc, du coup, il nous montre qu'il y a une synthèse possible, mais c'est en creux.
entre les idées nationales et les idées sociales. Il montre qu'elle est possible, qu'elle a pu exister, qu'il y a des échos, etc. Il parle lui-même de Marx, lecteur de Balzac, par exemple, etc. Mais voilà, mais pour lui, ça n'est pas central, ça n'est pas tellement intéressant. D'abord parce que je pense qu'il sous-estime les Blancs. Pour lui, les Blancs ont disparu. Pour lui, ça n'existe plus. Donc en réalité, son problème à lui, c'est de sauver le socialisme au sein de la gauche, de ramener la gauche vers le socialisme. C'est ça sa perspective. Sa perspective, c'est pas droite des valeurs, gauche du travail. C'est pas de faire la synthèse des blancs et des rouges. C'est pas la perspective de Michéa. Alors c'est la perspective de Soral, mais c'est pas celle de Michéa, c'est sûr. D'ailleurs, à propos de cette perspective chez Soral, c'est assez intéressant de remarquer qu'il dit donc droite des valeurs, gauche du travail, et il choisit comme emblème un peu de l'un et l'autre de ces pôles, Marx d'un côté, même si bien sûr je sais très bien qu'il a beaucoup relativisé son marxisme. Maintenant il met surtout en avant le socialisme français, etc. Mais bon, quand même, il s'est longtemps référé principalement à Marx, donc on voyait bien que c'était Marx un petit peu qui était l'emblème de cette gauche du travail. Et puis de l'autre côté, Maurras, comme représentant un petit peu emblématique, comme totem un petit peu de la droite des valeurs. Il me semble que sur Maurras, c'est pas tout à fait le casting n'est pas tout à fait le bon, parce que finalement, Maurras est vraiment un penseur politique. Ce n'est pas un penseur métapolitique, il l'est aussi, mais il est surtout un penseur politique. Et donc la question des valeurs, c'est pas central chez Maurras. C'est-à-dire que les valeurs, pour Maurras, c'est quelque chose qui va de soi. Alors, c'est le pays réel, c'est la civilisation, il y a des textes de Maurras sur la civilisation. Mais ça va de soi. La vraie question, la question principale chez Maurras, c'est la question des institutions, c'est la question du pouvoir, c'est la question de la forme de l'État. C'est comment la France peut renouer avec son archétype politique, qui est la monarchie. J'ai fait une conférence sur Douguin plus tôt dans l'année, où je montrais justement que c'est intéressant, c'est que Douguin c'est un peu un Maurras russe, parce qu'il cherche quels sont les archétypes de la politique russe. Et bien, ce que fait Maurras, c'est qu'il cherche les archétypes de la politique française finalement. Et voilà. Et donc il voit dans la monarchie cette espèce ce régime qui est consubstantiel finalement à la France. Donc c'est vraiment une perspective politique. Et bien sûr, alors on peut faire référence à des textes comme la politique naturelle, pour parler de dimension métapolitique ou anthropologique, on peut faire référence à des textes aussi de la fin de la vie de Maurras, par exemple la fameuse lettre à Boutan. On voit que Maurras a été aussi inquiet de cette question d'un effondrement des valeurs, quelque chose de plus général, de la civilisation. Mais voilà, moi il me semble que là où Maurras est le plus intéressant, c'est vraiment sur l'axe politique, et pas tellement sur les valeurs. Voilà, ce serait quelque chose qu'il faudrait, qui serait intéressant dont il serait intéressant de discuter. Voilà. Et dernier point, je crois que c'est le problème de l'égalité. Je vais terminer là-dessus parce que c'est quand même ça le point central en fait. Le point central, c'est cette question de l'égalité. C'est-à-dire que finalement, chez les socialistes, même les meilleurs, même les plus intéressants, il y a toujours un petit peu ce culte de l'égalité. Et là-dessus, évidemment, on est un peu en désaccord avec eux, puisque, chez Maurras, c'est très clair, justement, je faisais référence à la politique naturelle, il y a le concept d'inégalité protectrice, cette idée que l'inégalité, comme l'autorité, sont des forces utiles, et donc avec lesquelles il faut composer le politique. Donc on voit que là il y a vraiment un point limite un petit peu, mais quand même il faut faire remarquer que les socialistes ou les auteurs qu'on peut rattacher au socialisme, là je vais citer Proudhon, alors peut-être vous allez me dire oui Proudhon c'est l'anarchisme, bon, c'est aussi le socialisme, on voit que chez certains socialistes, cette passion de l'égalité est elle-même encadrée, relativisée. Et par exemple, là, je vais citer un texte de Maurras pour finir, donc de 1916, et un texte de Proudhon, qui est bien sûr bien plus ancien,
On va voir que ça se ressemble beaucoup sur cette question. Alors voilà le texte de Maurras de 1916. Il y a deux choses dans le socialisme. Il y a vieux résidus des nuées révolutionnaires démocratiques libérales. Il n'y a pas attendu Michéa, Maurras. L'utopie égalitaire. Il y a deux choses dans le socialisme. Il y a vieux résidus des nuées révolutionnaires démocratiques libérales, l'utopie égalitaire. Mais il y a aussi, ce qui fait son caractère très spécial, un effort légitime, un effort nécessaire pour résoudre pratiquement, en pratique, la question ouvrière posée par la naissance de la grande industrie, aiguisée par la dissolution des organisations sociales opérées en 1789 et dont le décret Le Chapelier demeure le signe historique. Par cette dernière réaction contre l'individualisme des constituants jacobins, l'esprit socialiste réagit contre les idées de la Révolution. Il est donc organisateur et ne redevient destructeur que lorsqu'il veut réorganiser par rapport à l'égalité, peinte et parée du faux visage de la justice. Voilà. Donc cette confusion entre égalité et justice. Et que nous dit Proudhon ? Oui, 100 000 fois oui, devant le droit, rien ne tient. Tout est immoral, reprochable. La propriété, c'est le vol, ça, tout le monde connaît. La communauté, dissolution, la concurrence, brigandage, le commerce, agiotage, l'autorité, oppression, le suffrage universel, anarchie, la religion, déchéance, Dieu, Satan, amour, paillardise, l'idéal, péché, l'absolu, néant, le travail, servitude. Cela empêche-t-il que ces divers éléments ne fassent partie nécessaire de la constitution sociale ? Différents éléments, y compris la propriété, donc. Il n'y en a pas d'autres. Ce sont les forces du monde de l'esprit, de l'ordre économique. Qu'est-ce donc qui sanctifie et consacre ces forces ? La justice qui opère leur balancement. Donc on voit que chez Proudhon, on n'a pas le culte de l'égalitarisme, on n'a pas non plus la négation absolue de la communauté, de l'autorité, de la propriété, mais la nécessité de leur composition et de leur balancement avec la justice, qui n'est donc pas l'égalité de l'égalitarisme. Voilà, on va arrêter là.